Bonjour à tous, salut Annalisa, bienvenue dans l'Ordre du Monde. Je suis Mathieu Jolivet, chroniqueur international sur BFM Business. Chaque semaine, dans ce nouveau podcast géopolitique, on vous décrypte les cartes, les alliances stratégiques qui nous animent toute l'année avec Annalisa. Et oui, moi c'est Annalisa Capellini, également chroniqueuse internationale à BFM Business. Moi je m'occupe du matin, Mathieu s'occupe du soir, donc à nous deux on couvre à peu près Toute la toute planète, la planète. 24 heures de géopolitique. Et donc pour cette semaine, Mm. on va partir, Mathieu, dans un de tes points de repère, puisque la passion de Mathieu, ce sont les cartes. Il faut savoir que lui, il a cette immense passion pour les cartes. Il part d'un point et il Mm. nous raconte des histoires magnifiques. Et là, cette semaine, tu nous amènes au Pérou, Mathieu. C'est ça, il n'y a pas de sous-passion, hein. Moi, c'est les cartes. Je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir. On va partir de la France. Et puis ensuite, je vais te faire traverser toute l'Atlantique. On va de l'autre côté, on arrive sur le continent latino-américain. On Mhm. va carrément de l'autre côté jusqu'à la façade atlantique. Et là, on arrive à 80 km au nord du Pérou. C'est le port de Chancay. Shanghai, ne pas confondre avec Shanghai, même si tu vas voir qu'il y a un lien entre le Pérou et la Chine. Regarde, si jamais on dézoome, hein, pour ceux Mhm. qui nous regardent, qu'est-ce qu'on a? En dézoomant, on a au-dessus du Pérou, un peu plus haut, forcément le continent nord-américain de Donald Trump, hein, qui lorgne forcément sur le sud. Ensuite, on traverse tout le Pacifique et pile poil de l'autre côté, on arrive Mm. en Chine. Et c'est là que ça va nous intéresser parce qu'aujourd'hui, le port de Shanghai au Pérou, c'est devenu une des principales portes d'entrée de la Chine en Amérique latine. Pourquoi c'est important? Parce que déjà Trump, il vient d'enlever le président du Venezuela. Il rappelle que l'Amérique latine, c'est son précaré Mm. à lui. Mais ce précaré-là, la Chine, en fait, elle l'a investi massivement et en très peu de temps. Ça a commencé, je crois, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, tout début des années 2000. Exactement, ça a commencé en 2001 exactement. Et là, les échanges entre la Chine et l'Amérique latine, ils ont totalement explosé. Il faut bien voir qu'ils pesaient 10 milliards de dollars en 2000 et ensuite 518 milliards en 2024. Ça veut dire qu'ils ont été Oui. multipliés par 50 Mm. en 25 ans. Les intérêts entre l'Amérique latine et la Chine, ils sont mutuels, hein. D'un côté, tu as l'Amérique latine qui exporte tous ses produits agricoles et puis ses ressources énergétiques comme le pétrole vers la Chine. De l'autre côté, on a une Chine qui finance massivement les besoins de l'Amérique latine. Elle exporte ses voitures, ses produits électroniques et puis c'est devenu un peu le grand banquier de l'Amérique latine. En fait, après l'Asie, Mm. l'Amérique latine, c'est devenu la zone qui pèse le plus pour la Chine dans ses échanges avec le reste du monde. Et alors, est-ce que ça fait partie du grand projet de Xi Jinping, les routes de la soie, C'est, qui vise à, tu sais, étendre ouais, le soft power tu chinois? fais bien d'en parler, c'est au cœur de ces nouvelles routes de la soie. Aujourd'hui, 22 pays d'Amérique latine ont intégré ce programme. Cette nouvelle route de la soie, elle a été lancée en 2013. C'est vraiment la Mm. grande marque de fabrique de Xi Jinping. C'est un cadre en fait qui structure toutes les relations économiques de la Chine avec le reste du monde. Oui. Et pour sécuriser en fait ces échanges, son business avec le monde, Xi Jinping met en place des contrats en fait sur les routes, sur les ponts, sur les trains et justement sur les ports commerciaux. Comme ça, il sécurise tout le business. Et donc, son principal hub, un de ses principaux en Amérique latine, c'est devenu, pour ceux qui nous regardent, vous le voyez, ce méga port de Shanghai. Shanghai, à 80 km de Lima. Il a été financé par le chinois COSCO, géant du transport maritime, et inauguré en 2024, hein, donc il est tout beau, Mm. tout neuf. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en Amérique latine, derrière ce port de Shanghai, vous avez aussi plein de routes et de corridors qui ont été façonnés un peu partout en Amérique latine pour acheminer des produits le plus vite possible jusqu'à ce port. Il y a notamment un corridor amazonien, une route amazonienne qui part du Brésil et qui en fait va jusqu'à ce port de Shanghai. C'est des routes qui existaient déjà mais qui ont été redessinées, refaçonnées avec l'idée de gagner du temps parce que le temps c'est de l'argent. En tout cas oui, c'est assez fascinant Mm. de voir comment se structure ce business mondial impulsé par Xi Jinping et tous ces montages financiers et ces routes, elles alimentent un débat, hein, qui est en train de monter en Amérique latine sur le degré de dépendance aux partenaires chinois avec certains qui dénoncent une relation qui est de plus en plus déséquilibré. En tout cas, c'est vraiment un sujet qu'on va suivre avec attention dans l'ordre du monde, parce que ce qui se joue en ce moment en Amérique latine, Mm. Annalisa, c'est un peu la doctrine Donroe de Donald Trump, qui est prêt à préempter des gens, on l'a vu avec Maduro, ou des biens au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Donc, doctrine Donroe contre
la nouvelle route de la soie de Xi Jinping. Et ça, Bien c'est sûr. passionnant, C'est un Eva. champ de bataille Ouais. et ça nous rappelle aussi ce qui s'était passé avec le port du Pirée, le port, d'Athènes en Grèce, Ah qui oui, est, c'est vrai. une des ports d'entrée de la Chine en Europe. Donc ça fait Ouh, partie tu de la raison, ouais. stratégie de Ouais. Xi Il y a Jinping même de des Américains qui viennent de s'installer en face des Chinois au port du exactement. Pirée. Oh Donc il tiens, faut ben bien une surveiller bonne les idée de ports. carte à suivre, Annalisa. Exactement. Non, mais il faut bien surveiller les ports parce que c'est Ouais. souvent par là que les influences étrangères passent, parce que c'est par là que tout le commerce, rentre dans un pays, dans un Ex continent même. exactement, exactement. Donc toi, tu le disais tout à l'heure, ta passion, ce sont les alliances stratégiques. Oh oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la, Grande-Bretagne et de l'Europe, là. Il y a un truc assez dingue qui est en train de se passer en ce moment. Ah oui, en fait, c'est un retour, tu sais, comme une histoire qui n'en finit pas. On parle même de Britain après le Brexit. Donc le Ouais, Britain, c'est comme ça qu'on appellerait un ouais. éventuel retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Évidemment, on n'en est pas là. On ne va pas Mmh. revenir à l'Union européenne à 28. Ce n'est pas du tout ce qui se profile. Mais les Britanniques essayent petit à petit de se rapprocher de l'Union européenne, qu'ils ont pourtant critiqué jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans. Et bien maintenant, ils ont besoin de l'Europe, donc ils essayent de se rapprocher de plein de manières. On l'a vu de manière très spectaculaire il y a Ouais. quelques jours parce que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé que les Britanniques vont Mmh. travailler à nouveau avec les Européens sur la défense et notamment avec le programme SAFE, qui est un fonds de défense européen doté de 150 milliards d'euros. Donc voilà, il faut Ouais. recommencer à parler Ça avec les ça, Européens c'est sur la sur la défense. ça, c'est sur la défense, mais est-ce qu'il y a aussi des rapprochements qui se jouent sur le plan, business, commercial? Bien sûr, Ouais? notamment sur le marché unique. Alors là encore, non, Londres ne va pas rejoindre le marché unique à nouveau, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur une intégration sectorielle. Là, on travaille ensemble sur l'énergie, on travaille ensemble sur l'agriculture. Mmh. Donc voilà, petit à petit, le Royaume-Uni revient dans l'orbite de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Keir Starmer, qui était à Pékin Mmh. la semaine dernière, le disait très clairement. C'est assez rare d'avoir une prise de parole aussi claire des Britanniques sur ce sujet-là. Il le disait, il faut s'aligner sur le marché européen, il faut aller plus loin et c'est dans notre intérêt national. Vous imaginez ça, il y a 10 ans, ça aurait été absolument inimaginable. Et en fait, Keir Starmer, c'est devenu un peu le l'anti-Donald Trump, maintenant? Oui, bien sûr, l'idée c'est effectivement qu'il faut se protéger de ce Donald Trump et même si Keir Starmer insiste sur le fait qu'avec Donald Trump, il y a une relation particulière évidemment entre Londres et Washington, bah, la vérité c'est que Donald Trump ne pense qu'aux intérêts américains, on le voit très bien ces dernières semaines. Keir Starmer essaye de reparler avec la Chine, mais là encore la Chine ne sera jamais vraiment un allié du Royaume-Uni. Et puis il y a 10 ans, quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, bah, on n'était tout simplement pas en guerre contre la Russie. Les Russes Mmh. n'avaient pas encore attaqué l'Ukraine et donc on n'était pas en rupture totale avec l'Europe. Donc vous voyez là, 10 ans après le Brexit, bah, le Royaume-Uni a un peu le pot de terre contre tous ces pots de fer, contre toutes ces grandes puissances qui risquent de l'écraser. Et donc voilà, c'est une bonne raison pour parler avec la bonne vieille Europe. Et c'est quoi? C'est un aveu d'échec pour les Britanniques, ce qui se joue en ce moment, cette petite musique du Briturn? Bah, moi, je dirais un petit peu quand même, oui, parce Ouais. qu'on sait aujourd'hui que le Brexit a été assez catastrophique hein, pour les Britanniques, pour l'économie britannique. On sait qu'il y a énormément de sondages qui disent que les Britanniques aujourd'hui commencent à regretter d'avoir voté pour le Brexit. Sauf qu'effectivement, c'est fait. On ne va pas revenir en arrière 10 ans après. S'il y a un rapprochement effectif, on va dire, dans les faits, ça va Mmh. être dans quelques années. Mais là, voilà, en tout cas, Keir Starmer se rend compte qu'il a tout intérêt à reparler avec nous. Et donc, 10 ans après le vote du Brexit, on commence à enterrer tout doucement le Brexit. Et en même temps, il faut suivre aussi parce que je crois qu'il y a le principal parti d'opposition, Nigel Farage, avec, Oui, vraiment ce Reform trait UK. Reform UK, droite populiste, qui lui fait un peu son beurre sur un discours anti-UE. Effectivement, Mais sauf qu'aujourd'hui, le discours anti-UE passe beaucoup moins, parce que un Royaume-Uni a l'air des empires, des grandes d'accord. puissances, tout seul. Les Britanniques commencent à se rendre compte que c'était peut-être un peu C'est hasardeux. passionnant ça, le Royaume-Uni qui fait son nid en Eh Europe, oui, hein? c'est le grand comeback, Le grand comeback, on on va peut s le dire. bon, Et il y a un autre sujet mmh. très épineux en ce moment dont on parle beaucoup et dont tu vas nous parler, c'est ton choix de la semaine, Mathieu, c'est la géopolitique des minerais critiques. Ouais, c'est J'adore ce sujet. ouais, c'est un sujet passionnant parce qu'il y a un sommet, assez important, qui, s'est tenu cette semaine, à Washington et en fait, les terres rares, il faut bien comprendre que c'est au cœur de la géopolitique
politique de Donald Trump, hein. C'est presque ce qui Mmh. structure sa politique étrangère. Pourquoi? Parce que déjà, les terres rares, les minerais critiques, cobalt, etc., on va pas tous les lister, mais il y a énormément de produits stratégiques qui sont dans les sous-sols un peu autour du Mmh. monde. En fait, ce sont des briques essentielles à la défense et au secteur de la tech, à l'automobile, à la transition énergétique. Et en fait, c'est devenu des actifs stratégiques, un peu Oui. comme l'or. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'économie américaine, elle est principalement soutenue, la dynamique de la Mmh. croissance américaine est totalement soutenue par la tech. Sans la tech, il n'y aurait pas de croissance aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez aussi le plus gros budget militaire au monde, 1000 milliards de dollars. Et sachant que les terres rares, c'est vraiment au cœur de ces deux secteurs, on comprend pourquoi Donald Trump il fait attention, d'autant que les terres rares, c'est la Chine qui en a un quasi-monopole. Et c'est pour ça que Et oui. pour Donald Trump, en fait, il en a fait une véritable obsession de Et oui, cette d'ailleurs, dépendance. ça explique quasiment tout ce qu'il a fait sur la scène internationale depuis, Mais son retour à exactement, la Maison Blanche. Ça exactement. En explique tout. fait, il en a fait une obsession de cette dépendance et il faut, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette grille de lecture des terres rares dans toutes les décisions que vous Mmh. entendrez des États-Unis à l'étranger. Que ce soit les fameux accords de paix dont il se vante, Oui. d'avoir été, l'instigateur depuis un an, que ce soit tous les accords qu'il a bâtis en Afrique, que ce soit ses ambitions en Ukraine, que ce soit ses ambitions au Groenland. En fait, en toile de fond derrière tout ça, vous avez une volonté de sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques. Regarde par exemple l'accord de paix en Arménie et Azerbaïdjan, où il se targue d'avoir mis fin à 35 ans de guerre Oui. là-bas. Eh bien, en fait, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez voir, il y a un corridor très stratégique parce qu'il y a plein d'énergie et de minerais sur ce corridor qui s'appelle le corridor de Zangezur, qui a été rebaptisé pour l'occasion la Trump Road for Peace and Prosperity, tu vois, la route Trump pour Et la oui. paix. Et en fait, il y a énormément d'entreprises américaines qui sont venues sécuriser tout ce corridor qui va de l'Azerbaïdjan à la Turquie et avec énormément de contrats. Et en fait, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Xi Jinping et ses routes de Mmh. la soie en Amérique latine, là, derrière, l'idée, c'est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour son secteur de la tech et de la défense qui est au cœur de l'économie américaine. Donc voilà, c'est vraiment un sujet à suivre de très près et qui structure toute la géopolitique de Trump. Et il y a un truc aussi que je surveille là-dessus, c'est une petite musique qui monte avec l'Europe qui dit que sur le sujet des terres rares, eh ben pour le coup, il y a plus de tension avec l'allié américain parce qu'on est tous unis contre la Chine. Et c'est un peu cette petite musique qu'on a entendue cette semaine. Est-ce que c'est vrai Ben, ça? en fait, moi, j'y crois pas tellement. Je dis, faites attention à cette petite musique et le Groenland va être un vrai test là-dessus. Oui. Pourquoi? Parce que Donald Trump est en train de négocier, hein, c'est pas fini, il est en train de négocier peut-être des tout petits bouts de souveraineté un peu partout sur l'île pour des bases américaines sécurité de la région, mais aussi mettre la main sur beaucoup d'hectares au Mmh. Groenland, des terres sous lesquelles il y aurait des terres rares. Et je peux t'assurer que s'il arrive à faire ça, il sera plus question d'alliance avec l'Europe au sujet des terres rares, hein. C'est vraiment Oui. chacun pour soi. C'est chacun pour soi, Ouais. effectivement. Toi, ton Hem choix, cette semaine, tu nous emmènes à Istanbul. Oui, exactement, à Istanbul, parce que c'était la ville qui avait été choisie pour les pourparlers entre Washington et Téhéran, Mhm. qui vont avoir lieu normalement vendredi. Au moment où on enregistre, ils ne se sont pas encore passés. Donc à la base, c'était la Turquie qui avait été choisie. Depuis, les Iraniens ont demandé à déplacer les pourparlers d'Istanbul à Oman, à Mascate, la capitale de l'Oman. Et pourquoi? Donc pourquoi ce choix? Parce qu'il y a une histoire à raconter, évidemment, ce n'est jamais anodin. Mhm. Et ça nous permet d'ailleurs de répondre à un de nos auditeurs, Yvan, qui nous avait sollicité sur la Turquie. C'est très intéressant parce que l'Oman est perçu au niveau des relations internationales comme un pays très discret, donc très adapté à la diplomatie Mhm. officieuse. L'Oman n'a pas en ce moment la velléité, peut-être même pas la possibilité, d'être une grande puissance régionale, contrairement à la Turquie. Qui lui se pose vraiment grand médiateur régional. Exactement. En fait, la Turquie n'est plus une puissance neutre, c'est un grand acteur régional. Et c'est pour ça que l'Iran préfère la garder à l'écart pour l'instant, pour dire, voilà, ce sont des pourparlers, des pourparlers informels. Et surtout, la Turquie est très importante dans la région. Donc, l'Iran ne veut pas d'un autre grand acteur Mhm. assis à la table des négociations. Et comme toujours derrière la géopolitique, il est aussi question de business dans la zone, hein. Évidemment, il y a surtout des questions business. Mais plus en général, le business, effectivement, la Turquie, c'est très important parce que Mhm. la Turquie fait du business avec à peu près
tous les pays de la zone. Mmh. Ils ont signé, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, une alliance stratégique avec le Nigeria. Donc la Turquie met un point d'honneur à parler avec tout le monde. Vous savez, les Turcs se sont éloignés de l'Europe il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, on parlait encore d'une potentielle entrée de la Turquie dans l'UE. Ce n'est évidemment plus du tout à l'ordre du jour maintenant. Pour autant, ils continuent de parler avec les Européens. Ils se sont rapprochés du monde arabe, mais en même temps, ils gardent leur proximité avec les Russes. Donc, ils sont vraiment dans cette optique de multi-alignement que, en fait, les Turcs appellent équilibre. Un Et équilibre, c'est mmh, grâce à leur position géographique, tu sais, entre bien l'Europe sûr. et l'Asie, au croisement des chemins. C'est un pays musulman, mais qui est davantage sécularisé par rapport Mmh. à beaucoup d'autres pays musulmans, surtout dans les grandes villes. Et puis, ça devient vraiment un acteur géopolitique de premier plan. Aujourd'hui, Erdogan veut être le médiateur sur tous les grands dossiers. C'est C'est ça, lui parce qu'on que a vu. l'enjeu pour Erdogan, il est fondamental. Eh Erdogan, oui, lui, il a des enjeux là, même sur la scène intérieure, où il a fait preuve d'un autoritarisme assez spectaculaire, et sur la scène extérieure, il essaye d'exister pour mieux muscler son narratif en interne, j'imagine. exactement. Ouais. L'idée, c'est qu'il n'y a plus aucun conflit le projet d'Erdogan, en tout cas, c'est qu'il n'y a plus aucun conflit qui pourra se résoudre sans l'intervention de la Turquie. C'est lui qui a amené les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Il est intervenu dans le dossier entre l'Éthiopie et la Somalie. Tu parlais de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Là encore, Erdogan était intervenu. Donc voilà, il Mm. y a vraiment cet enjeu d'asseoir la légitimité. Mais regardez bien la Turquie, puisque c'est le grand médiateur de tous les prochains dossiers. Donc ne vous étonnez pas s'il y a encore des pourparlers, des Mm. événements très importants au niveau international qui se jouent à Istanbul. C'est normal, ça fait partie du projet d'Erdogan en tout cas. Super intéressant. On va terminer ce podcast par Par ce qu'on surveille. Qu'est-ce ouais, que tu surveilles notre la semaine radar. prochaine, Mathieu? Ton Alors, radar. alors moi, dans mon radar, je surveille en fait une réunion qui aura lieu le 11 février, qui est à Washington, et où en fait Donald Trump a invité 34 chefs d'état-major Hmm. pour discuter de la sécurité dans l'hémisphère occidental. Ah, cet Et hémisphère occidental, son ouais, projet. c'est ça. Et en fait, tu sais, c'est vraiment au cœur de sa revue stratégique Hmm. intérieure qui a été publiée au mois de novembre, où il dit que maintenant, bah voilà, l'hémisphère occidental, donc ce qui va du nord de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, en passant par le Groenland justement, eh ben, c'est la sécurité intérieure des États-Unis. Donc c'est lui qui s'est un peu autoproclamé entre guillemets le Hmm. shérif de toute cette zone. Et donc ce sera intéressant de scruter la tonalité qu'il y aura lors de ce rendez-vous, parce que tu vas avoir les chefs d'état-major de tout le continent, notamment sud-américain, mais tu auras aussi des chefs d'état-major qui viendront d'Europe, Hmm. qui seront là-bas, parce que forcément, dans son Oui. hémisphère, tu as le Groenland, c'est le Danemark, c'est l'Europe. Donc, voilà, il faudra regarder, est-ce que ça va être un discours constructif sur le thème de la sécurité de cet hémisphère, ou est-ce que les Américains vont, j'allais dire, sortir un peu le bâton en disant, bah Oui. voilà les règles, et j'allais dire qui même me suivent, voilà, Oui, chaque mot sera très important. Ce sera le 11 février prochain à Washington. il faut surveiller l'ambiance. Ouais. Toi, Écoute, c'est on quoi va ton rester choix? dans l'hémisphère occidental Ouais. parce que dans mon radar, je pense qu'il faut surveiller la semaine prochaine l'ouverture du consulat français à Nuuk, au Groenland, la capitale du Groenland. C'est inauguré vendredi, donc fin de semaine, mais regardons bien ce qui se passe la semaine prochaine dans les jours à venir. Alors, il n'y a pas beaucoup de Français au Groenland, hein. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont déclarés. Donc, c'est une démarche politique, géopolitique, Ah pour ouais. répéter encore une fois que la France et en général l'Europe, on est intéressé au Groenland et que c'est un territoire européen. On sait tous les esclandres qu'il y avait eu sur le Groenland il y a quelques semaines. Mais tu Et sais quoi, voilà, ce sujet, je suis sûr qu'il va être aussi au cœur de cette réunion des chefs d'état-major à évidemment, Washington, hein, bien sûr. puisque c'est sur la sécurité de l'hémisphère occidental. Et cette semaine, tu sais qu'il y a aussi le Canada qui officialise aussi. Il avait un consulat honoraire, mais il officialise aussi son Canada à Nuuk. C'est pas anodin. Juste avant cette Oui. réunion à Washington. Donc, tu vois, ça fait partie de toute cette stratégie des pays européens qui vise à dire, effectivement, ne touchez pas au Groenland, c'est à nous, c'est Ouais, aux Danois. Donc voilà, c'est un consulat qui aura des compétences élargies selon d'accord. le Quai d'Orsay, donc voilà, qui vise à soutenir les chercheurs, les entreprises qui veulent s'y installer. Mais c'est évidemment surtout une question d'influence des symboles. Donc C'est on passionnant. suivra Et le je me dis aussi consul, d'un coup, ça fait écho au discours choc un peu qu'a fait le Premier ministre du Canada à Davos, Mark Carney, qui a appelé à une alliance des bien sûr. puissances moyennes pour peser face à Donald Bien Trump. sûr. Donc Donc là, c'est est-ce une qu'ils vont se illustration retrouver à concrète. Nuuk? Peut-être.
Ah, Nook, the place to be. Nook, the place to Faut be, qu'on aille voilà. un jour enregistrer un nouvel C'est ordre ça. du monde depuis Un Nook. petit week-end à Hein? Nook, Allez, hein, challenge. voilà. Ah oui. Allez, l'ordre du monde, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir à partager avec vous notre passion pour la géopolitique. Et puis, surtout, continuez à nous écrire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions la semaine dernière quand Ah tu oui, nous as beaucoup. parlé, Annalisa, De ce l'alliance rapprochement entre l'Italie et et l'Allemagne. l'Allemagne. Oh là 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 là. Puis Et on a parlé puis aussi de ce couple franco-allemand, ne et plus non. parler du couple du tout. Ça, vous êtes beaucoup à réagir là-dessus. Donc voilà, continuez à réagir. Dites-nous aussi de quoi vous avez envie qu'on parle, hein, quels sont les sujets qui vous intéressent, parce que vous êtes aussi nos sources d'inspiration. Effectivement, et puis, vous pouvez nous le dire évidemment sur toutes nos chaînes, YouTube, sur, toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre aussi sur le site de bfmbusiness.com, sur l'appli BFM, bien sûr, vous nous trouvez partout. Alors sur, nos adresses personnelles, Annalisa Capellini, Mathieu Jolivet. Nous, on a envie d'avoir vos retours Ouais. et on se retrouve la semaine prochaine, Mathieu. Salut Annalisa, au revoir à Au tous. revoir à tous.